Je m'appelle Étienne Morvan, et je raconte aujourd'hui l'histoire de cette nuit où un colonel nazi fouilla une ferme bretonne et comprit que toute la France le trompait depuis 1940. La lande bruissait sous la pluie, et les silhouettes des pommiers se découpaient à peine dans l'ombre. Cette nuit-là, nos vies basculèrent. Le colonel von Albrecht, officier méthodique et convaincu de l'infaillibilité du Reich, s'avançait avec 2 camionnettes pleines de soldats. Il savait que la région était infestée de résistants. Il poursuivait un convoi disparu près de Dinant, persuadé qu'il transportait des plans de sabotage. Nous, paysans, avions l'air d'innocents cultivateurs, mais c'était le masque soigneusement poli de la résistance. Avant qu'on ne reprenne, dites-nous d'où vous nous regardez, et si cette histoire vous touche, assurez-vous d'être abonné, car demain je vous ai réservé quelque chose de vraiment spécial. La ferme de ma famille se dressait sur une colline battue par le vent. Sous les ardoises fines se cachaient des radios, des armes et des messages codés. Dans la grange, enterrée sous les bottes de foin, se trouvait un émetteur britannique grâce auquel nous envoyions des informations aux Alliés. Le colonel n'imaginait pas que nos vaches paissaient au-dessus d'un secret brûlant. Lorsque les soldats arrivèrent, leurs bottes frappèrent la boue comme des marteaux. Les chiens aboyèrent, et ma mère sortit en tenant une lanterne. Elle savait jouer la naïve. Elle parla du temps, des récoltes, du foin mal séché. Von Albrecht, rigide, entra dans la maison. Je le suivis du regard, essayant de ne pas trembler. Les soldats fouillèrent la cuisine, le grenier, la cave. Ils trouvèrent du cidre, des pommes, des souvenirs. Rien ne laissait penser que sous la table, un tiroir secret contenait un plan du réseau ferré local, griffonné à la hâte pour guider un sabotage. Ma mère plaisantait, évoquant le toit, manque de charbon, comme si l'occupant était un simple visiteur. Pourtant, un éclat luisant dans la grange attira l'attention d'un caporal. Il tira sur une bâche. C'était seulement la roue d'un chariot. Toujours plus profond, ils creusèrent dans le foin. Leur perroquet de métal, un détecteur, se mit à grésiller. Je sentis le souffle du danger. Mais le colonel, convaincu qu'il ne trouverait rien, ordonna d'arrêter. Il pensait que les paysans étaient stupides. Le colonel interrogea mon père. Celui-ci, sans broncher, décrivit la vie d'un homme simple. La traite des vaches, les marchés, les soucis de pluie. Il parlait lentement pour semer l'ennui. Pourtant, von Albrecht avait remarqué les mains calleuses de mon père, tachées d'encre, preuve d'écriture nocturne. Il haussa un sourcil. Ma sœur Marie, adolescente au regard franc, servit du pain. Le colonel demanda si elle connaissait des étrangers dans la région. Elle répondit qu'elle n'avait vu que des marchands de sel et des pêcheurs. Son sourire désarma les soldats. Mais je sentais la tension croître. Dans le four à pain, derrière une cloison, nous avions caché des documents. Au dehors, le vent gémissait. Les soldats fouillèrent encore. Ils trouvèrent une trappe sous les tables. Ils la forcèrent. Un souffle de terre humide les accueillit. Un couloir creusé vers la grange. Là, ils découvrirent un coffre vide. Le colonel pâlit. Il comprit qu'il venait de manquer quelque chose d'essentiel. Il sentit la France entière se moquer de lui, car, quelques heures plus tôt, nous avions déplacé les armes et l'émetteur vers une ferme voisine. Les Alliés avaient prévenu. L'ennemi approchait. Le colonel s'approcha de moi et murmura « Où sont-ils » Je répondis que je ne savais rien. Il me dévisagea longuement, puis sourit d'un sourire froid. Alors un bruit sec retentit. Au loin, un tir de fusil résonna, éclairant, d'un flash la nuit noire. Les soldats sortirent, nerveux. Le colonel resta. Il examina chaque recoin, chercha des marques au sol, un fil, un signe, rien. La Bretagne, silencieuse, gardait ses secrets. Il comprit que la ruse n'était pas l'apanage des officiers, mais l'arme des humbles. La pluie redoubla. Von Albrecht, trempé, sentit que la ferme n'était qu'un théâtre. La France, depuis 1940, jouait un rôle magistral. Presque chaque grange, chaque étable, chaque cave offrait un refuge, un poste d'écoute ou un passage. Il n'y avait pas seulement une résistance. Il y avait un pays entier qui refusait. Il se souvenait de Paris, où des messages codés étaient glissés sous les assiettes, de Dijon où des rails avaient sauté, de Lyon où des imprimeurs clandestins tournaient sans cesse. Ici, en Bretagne, il voyait l'écho de cette intelligence collective. Il rangea son carnet. Il ne tenait plus à dénombrer les infractions.
Dans la maison, Marie se mit à chanter doucement une vieille ballade. La mélodie, simple, parlait d'un marin perdu que la mer avait gardé. Le colonel l'écouta, troublé. Il comprit qu'il ne gagnerait jamais le cœur d'un peuple qui chantait pour rester libre. Il tourna les talons et ordonna le repli. Cette nuit-là, la Bretagne avait parlé. Alors que les camions s'éloignaient, nous sortîmes de la grange. L'air sentait la terre et le foin. Mon père posa sa main sur mon épaule et dit « Souviens-toi, ils cherchent des armes, mais notre vraie force, c'est notre unité. » Je ne compris pas tout, mais je vis la fierté dans ses yeux. Le réseau, disséminé dans les campagnes, se mit à vibrer. Des signaux passèrent de ferme en ferme. Nous savions que le colonel reviendrait peu, mais nous savions aussi qu'il repartirait les mains vides, car toute la France, depuis 1940, tissait une toile invisible où les oppresseurs se perdaient. Dans les jours qui suivirent, les messages affluèrent. On nous félicita d'avoir tenu. On nous avertit que d'autres patrouilles viendraient. Nous fîmes disparaître la trappe, rebouchâmes le tunnel, mais surtout nous gardâmes en mémoire le regard du colonel, un regard qui avait vu la vérité sans pouvoir la saisir. La légende raconte que von Albrecht, de retour à son quartier général, dit à ses supérieurs qu'il était inutile de chercher des secrets dans les campagnes françaises. « Le pays tout entier est un secret », aurait-il soufflé. Personne ne le crut. Quelques semaines plus tard, l'automne s'installa, apportant avec lui une fraîcheur piquante. Les feuilles rouges et jaunes tapissaient les chemins creux. Notre ferme semblait paisible, mais l'ombre du colonel planait encore. Mes parents savaient que la tranquillité ne durerait pas. La guerre était un souffle qui ne cessait jamais. Le soir, autour du feu, mon père nous expliquait les nouvelles consignes du réseau. Le message était clair. Renforcer les caches, transmettre les informations rapidement. Ne jamais garder plus d'une nuit les documents sensibles. Dans l'obscurité, je sentais la peur et la détermination s'entrelacer, comme si chaque pulsation du foyer résonnait dans nos cœurs. Un jour, un messager arriva à cheval, couvert de boue. Il portait une lettre urgente. Un avion allié devait atterrir dans un champ voisin pour récupérer un agent blessé. Ma sœur Marie, plus agile, fut chargée de préparer les lanternes qui marqueraient la piste. Je l'aidai à découper des toiles et à ajuster les mèches. La nuit venue, un épais brouillard enveloppa la vallée. Les lanternes étincelaient comme des étoiles tombées sur la terre. Distinguai la silhouette de l'avion. Soudain, il apparut, vacillant. 2 hommes en sortirent, transportant un 3e blessé. Marie les guida vers la ferme. Pendant ce temps, un bruit sourd résonna dans les bois. Des lumières apparurent au loin, une patrouille allemande. Nos cœurs s'accélérèrent. Mon père ordonna que l'on éteigne les lanternes. Nous cachâmes l'avion derrière une haie haute. Le colonel von Albrecht revenait, poussé par son intuition. Il avait le sentiment que la ferme cachait bien plus qu'une simple vie paysanne. Les soldats encerclèrent le champ. Nous restions silencieux, tapis dans l'ombre. Le colonel, observant les traces fraîches sur le sol, comprit qu'un appareil s'était posé. Il serra les dents, furieux. Il ordonna de fouiller les environs. Nos voisins, alertés, firent diversion. Un feu de paille attira l'attention vers un autre vallon. Les soldats se précipitèrent. Nous profitâmes de leur absence pour guider l'avion à nouveau sur la piste. Le pilote concentré fit tourner le moteur. Le rugissement couvrit nos murmures. Lorsque l'appareil décolla, nous retenions notre souffle. Une lueur argentée glissa dans le ciel. Nous savions que chaque seconde comptait. Le colonel, entendant le bruit, revint en courant. Il leva son arme, tira plusieurs fois. Les balles fendirent l'air, mais l'avion disparut dans les nuages. Furieux, le colonel fouilla la ferme une nouvelle fois. Il renversa les meubles, ouvrit les coffres, chercha des traces de sang. Rien. Les agents blessés avaient été cachés dans une cave secrète sous le sol de la cuisine. Marie offrit du thé aux soldats pour les déstabiliser. L'un d'eux, hésitant, accepta. Le colonel, lui, restait de marbre, observant chaque détail. Notre chien, Ronin, aboyait. Il attirait l'attention vers le poulailler. Le colonel s'en approcha. Il entra, scruta, les ombres. Sous les planches, pourtant, se trouvaient des caisses d'explosifs. Je sentais chaque seconde peser comme une enclume.
Mais le colonel, distrait par un cri venant de la grange, abandonna sa fouille. Ce cri était celui de mon oncle, simulant une dispute avec mon père pour éloigner les soupçons. Préparer et raconter cette histoire nous a pris beaucoup de temps, alors si vous l'appréciez, abonnez-vous à notre chaîne, cela compte énormément pour nous. Maintenant, retournons à l'histoire. Von Albrecht, perdant patience, rassembla ses hommes. Il comprit qu'il luttait contre un ennemi invisible, plus rusé qu'il ne l'avait imaginé. Il déclara que la ferme serait surveillée jour et nuit. Cette annonce nous glaça. Mais nous savions que le peuple breton n'abandonnerait pas. Les jours passèrent. Les soldats installèrent un poste à l'entrée du chemin. Ils vérifiaient chaque visiteur. Pourtant, les messages continuaient à circuler, portés par des enfants, des femmes, des moines. Le colonel observait, impuissant, cette fourmilière humaine. Il se rendit compte que la France n'était pas soumise. Elle résistait dans le silence. Une nuit, un soldat allemand, jeune et effrayé, frappa à notre porte. Il voulait parler à mon père. Il expliqua qu'il admirait le courage des paysans. Il avait vu von Albrecht douter, et il craignait que sa folie ne conduise à des massacres. Le colonel ignorait que dans ses propres rangs, le doute s'installait. Au marché de Dinant, les rumeurs couraient. On disait que les Allemands perdaient pied, que les Russes avançaient, que les Américains approchaient. Les gens échangeaient des regards complices. Les musettes se remplissaient de pain, de cidre et de nouvelles. Chaque produit cachait un message. La vie continuait, rythmée par la peur et l'espoir. Un soir de décembre, von Albrecht convoqua les notables de la région. Il annonça qu'il savait que la ferme Morvan était le cœur d'un réseau. Mon père, calme, l'écouta. Le colonel exigea des aveux. Mais personne ne parla. Un silence de pierre s'abattit sur la salle. Le colonel comprit qu'il ne briserait pas l'unité bretonne. De retour à la ferme, il observa la lande, les haies, les chemins. Il comprit que ces terres n'appartenaient pas au Reich. Elles étaient façonnées par des siècles de résistance, par des hommes et des femmes prêts à tout pour leur liberté. Cette nuit-là, la pluie tomba sans discontinuer, comme si le ciel lui-même pleurait la folie de la guerre. Au petit matin, le colonel quitta la région. Il ne revint jamais. On raconte qu'il écrivit dans son journal « La France me trompe depuis 1940, non par mensonge, mais par conviction. » Dans le village, nous apprîmes son départ avec un mélange de soulagement et d'étonnement. Les cloches sonnèrent discrètement, comme un air souffle de victoire. Nous savions que la route vers la liberté serait encore longue, mais chaque pas comptait. Tandis que les premiers rayons du soleil éclairaient les toits, nous jurâmes de continuer la lutte. La Bretagne, fière et silencieuse, avançait vers l'aube, portée par l'espérance. Et au fond de nos cœurs, nous gardions la certitude que l'histoire nous donnerait raison. Pour toujours. Les semaines suivantes furent un apprentissage constant de vigilance. La ferme, d'apparence tranquille, était devenue un centre nerveux du réseau local. Chaque pièce, chaque grenier, chaque poulailler avait une fonction précise. Des messages codés passaient par des routines banales. Les lessives, les allées et venues des vaches, le balancement des chariots. Nous avions appris à lire la guerre dans les détails les plus anodins. Le colonel von Albrecht, parti depuis peu, laissait derrière lui une atmosphère tendue. Son passage, pourtant bref, avait profondément marqué nos esprits. Un matin, je me levai avant l'aube pour vérifier les caches. Le vent portait l'odeur de la terre humide et du fumier. Dans la grange, les bottes des soldats allemands avaient laissé des traces de boue sèche que j'effaçais avec soin. Chaque trace pouvait trahir notre présence. Chaque son risquait d'alerter un ennemi invisible. Nous avions compris depuis longtemps que la guerre n'était pas seulement sur les champs de bataille, mais dans les silences, dans les gestes précis de ceux qui cherchaient à survivre et à résister. Ma sœur, Marie et moi déplacions les caisses d'armes vers un souterrain nouvellement creusé. Le tunnel s'étendait sous la ferme et se connectait à un petit bois voisin. Les Alliés nous avaient fourni des cartes topographiques, et nous savions exactement où les patrouilles ennemies passaient. L'opération nécessitait une précision minutieuse. Une erreur, même minime, pouvait entraîner la capture ou pire. Le soir, nous recouvrions les ouvertures avec de la terre fraîche et des bottes de paille. La ferme, extérieurement paisible, était une forteresse invisible. Le réseau de la région comprenait plusieurs familles de paysans, chacune jouant un rôle distinct. Certains servaient d'éclaireurs, d'autres de messagers.
Les enfants transportaient des notes dans des sacs de farine ou des paniers de légumes. Chaque village avait son code, basé sur les sons naturels ou les gestes quotidiens. Les notes étaient écrites en français simple, mais masquées par des jeux de mots ou des références aux saisons. Les Allemands, à force de chercher des complots, ignoraient que le pays entier était devenu un puzzle de signes et de ruses. Nous avions appris à observer les soldats allemands avec attention. Chaque habitude, chaque tic, chaque routine pouvait révéler leur plan. Certains avaient peur de l'obscurité, d'autres se fiaient uniquement à leurs cartes officielles. Le colonel von Albrecht, bien que discipliné et intelligent, avait sous-estimé la flexibilité de la population locale. Il croyait qu'une armée occupante pouvait contrôler un peuple par la peur et la menace, mais il ignorait que la ruse et la solidarité tissaient un réseau plus puissant que n'importe quelle mitrailleuse. Un soir de novembre, un messager arriva avec des nouvelles alarmantes. Une unité SS devait patrouiller dans notre secteur à l'aube. Nous organisâmes rapidement la dispersion de nos documents et la répartition des rôles. Mon père me confia de guider les enfants et de vérifier les lignes de transmission. Chaque geste était chorégraphié, chaque déplacement calculé pour passer inaperçu. La peur était présente, mais elle ne paralysait pas. Elle affûtait nos sens. À l'aube, les premiers véhicules allemands apparurent sur le chemin de terre. Nous étions cachés derrière des haies et des talus. Les soldats inspectaient chaque ferme avec suspicion. Mon cœur battait, à tout rompre lorsque j'aperçus le colonel von Albrecht au loin, accompagné de 2 officiers SS. Il semblait plus âgé, plus tendu. La fatigue marquait son visage. Pourtant, son regard restait perçant, cherchant à deviner l'invisible. Les patrouilles passèrent sans rien découvrir. Le colonel fit plusieurs arrêts, scrutant chaque détail. Je vis ses yeux s'attarder sur un tronc d'arbre marqué par des éclats de lumière. C'était un signe pour un autre membre du réseau. Il ne comprit pas, mais nous savions qu'il était proche de découvrir l'une de nos caches. Nous maintîmes la façade de la normalité, comme si nous étions de simples paysans. La discipline silencieuse était notre arme la plus efficace. Après leur départ, nous respirâmes un instant, mais le danger restait omniprésent. Les messages interceptés indiquaient que von Albrecht analysait nos moindres mouvements. Il écrivait des rapports détaillés, notait les anomalies, essayait de relier les indices. Nous savions que notre survie dépendait de notre capacité à rester imprévisible, à créer un réseau mouvant et insaisissable. La Bretagne entière participait à cette danse de ruse et de silence. L'hiver s'installa. La neige recouvrit les champs et les chemins. Le froid transformait chaque déplacement en épreuve. Les bottes s'enfonçaient dans la neige, laissant des traces que nous devions effacer rapidement. Nous utilisions des outils simples. Balais, sacs de terre, brindilles. Les messagers se couvraient de manteaux épais, masquant leur visage. Chaque geste était une leçon de survie. La météo, qui semblait un ennemi, devint une alliée. Les patrouilles allemandes étaient moins fréquentes, hésitantes à braver le froid et l'isolement. Nous avions développé des codes complexes pour nos messages. Des cartes simplifiées montrèrent des routes imaginaires, des notes camouflées dans des objets du quotidien. Un morceau de pain pouvait contenir un ordre codé. Un panier de légumes indiquait l'heure d'une rencontre. Chaque détail avait une double fonction, cacher et révéler. Von Albrecht, malgré son intelligence, n'avait aucun moyen de déchiffrer ce réseau. La Bretagne entière travaillait comme un seul organisme, coordonné par la confiance et l'habitude. Un jour, un incident survint. Une patrouille allemande entra par erreur dans un champ voisin. Nous avions placé des feux et des silhouettes pour les distraire. Les soldats furent captivés par l'illusion d'un village occupé par des renforts. Ils prirent des notes, analysèrent la zone, mais ne découvrirent rien de concret. Le colonel von Albrecht reçut leur rapport et fut furieux. Il comprit que la Bretagne n'était pas seulement résistante, elle était capable de manipuler ses perceptions. La ruse, pour lui, était un ennemi invisible. À mesure que l'hiver avançait, nous affinions nos techniques. Les enfants transportaient les messages laids, plus sensibles. Nous utilisions des codes phonétiques basés sur le chant des oiseaux. Les Alliés nous avaient formés à observer les habitudes naturelles et à les intégrer dans notre stratégie. Chaque ferme, chaque grange, chaque bois était un point de relais. Von Albrecht pouvait planifier des actions, mais il ne savait jamais si elles atteindraient leur cible. Nous avions transformé le territoire en labyrinthe vivant.
Le colonel, dans ses rapports, commença à mentionner la Bretagne comme une région insaisissable. Il nota que les paysans semblaient anticiper ces mouvements, que les traces disparaissaient, que les caches étaient intelligemment dissimulées. Il avait compris une chose essentielle. Il n'y avait pas un seul responsable, pas un seul réseau identifiable. Il faisait face à un pays entier qui avait choisi de résister, depuis 1940, avec patience et ruse. Au printemps, de nouveaux messages alliés arrivèrent, indiquant que l'invasion de Normandie était imminente. Nous devions préparer nos caches pour les accueillir. Des armes, des documents, des cartes et des signaux furent répartis dans des lieux soigneusement sélectionnés. Chaque ferme, chaque village était intégré dans un plan coordonné. Von Albrecht ne pouvait plus se contenter de fouilles aléatoires. La Bretagne était devenue une forteresse invisible et mobile. Un soir, alors que la lune éclairait faiblement les champs, nous entendîmes des bruits inhabituels. Une colonne de camions allemands approchait d'une route secondaire. Nous organisâmes un simulacre. Des lanternes furent placées pour créer l'illusion d'une activité militaire. Des silhouettes furent disposées pour simuler des patrouilles. Les soldats allemands, croyant tomber sur un point stratégique, s'attardèrent et prirent des notes. Von Albrecht, analysant ces rapports, comprit que nous manipulions ses perceptions. Les mois passèrent, et l'intensité des opérations augmenta. Nous avons appris à anticiper les patrouilles, à prévoir les changements de direction, à utiliser la météo comme allié. Chaque village, chaque ferme, devenait un point stratégique dans une toile invisible. Les messagers, les enfants, les femmes, les hommes âgés tous, contribuaient à un effort collectif. Von Albrecht, malgré son intelligence et sa formation, ne pouvait comprendre la portée d'une résistance qui n'était pas une armée traditionnelle, mais un peuple entier. Un jour, nous reçûmes un message crucial. Les forces alliées allaient débarquer. La Bretagne devait assurer la liaison et protéger les voies de communication. Mon père répartit les tâches. Nous devions guider les éclaireurs, sécuriser les caches et maintenir la couverture de normalité. Les tensions étaient extrêmes, mais chaque geste était exécuté avec précision. La peur était présente, mais elle se transformait en vigilance et en créativité. Von Albrecht, dans ses derniers rapports, écrivait « Il n'existe aucun moyen de contrôler ce territoire. Chaque mouvement est anticipé, chaque cache invisible. » Cette reconnaissance tacite de notre succès fut une victoire silencieuse. Nous n'avions pas seulement survécu. Nous avions trompé l'ennemi, protégé des vies et préparé le terrain pour la libération. Le débarquement arriva. Les forces alliées prirent les positions stratégiques. La Bretagne contribua, par son réseau invisible, à assurer la fluidité des opérations. Les routes étaient libres, les points de communication fonctionnels et les caches prêtes. La stratégie de résistance locale s'était intégrée dans un plan global, amplifiant l'effet des forces régulières. Von Albrecht, rappelé en Allemagne, ne revint jamais. Ses rapports témoignaient de sa frustration et de sa reconnaissance. Il avait compris trop tard que la France, depuis 1940, n'avait pas été vaincue. Elle avait choisi la ruse, la solidarité et l'intelligence collective comme armes. Chaque ferme, chaque famille, chaque village avait participé à une guerre silencieuse, invisible et irrésistible. Nous, paysans bretons, avons continué à vivre sous le poids de la guerre, mais avec la certitude que notre résistance avait un impact réel. Les souvenirs de la nuit où le colonel avait fouillé notre ferme restaient vivaces. Ils symbolisaient la ténacité et l'ingéniosité d'un peuple décidé à préserver sa liberté, malgré la puissance apparente de l'ennemi. Les Alliés reconnurent plus tard, dans leur rapport, l'importance des réseaux de résistance en Bretagne. Chaque message transmis, chaque cache protégée, chaque diversion organisée avait contribué à la victoire. Von Albrecht, malgré son autorité, n'avait jamais pu déjouer la stratégie collective. La France entière, depuis 1940, avait été un acteur actif et invisible de la guerre. La ferme, aujourd'hui, reste un témoignage de cette époque. Les bottes de foin, les greniers et les tunnels cachés racontent une histoire de courage et d'ingéniosité. Les descendants des résistants continuent de préserver la mémoire de ces actions. La Bretagne, à travers ses villages et ses champs, a laissé un héritage de résistance silencieuse et de créativité stratégique. Chaque détail,
de la distribution des messages à la manipulation des perceptions ennemies, était soigneusement planifiée. La vie quotidienne, des corvées aux tâches agricoles, servait de couverture à une opération de guerre complexe. Von Albrecht n'avait jamais pu percer ce secret. Son erreur fut de sous-estimer la capacité d'un peuple à unir ruse, courage et créativité pour protéger sa liberté. Ainsi, cette histoire de la ferme bretonne n'est pas seulement celle d'un colonel trompé. Elle représente la puissance d'une nation qui, même sous occupation, a su organiser une résistance efficace et coordonnée. La guerre n'était pas seulement sur le front. Elle se jouait dans chaque foyer, chaque champ, chaque vallée, là où l'intelligence et la solidarité surpassaient les armes et la discipline. Au printemps de l'année 1944, les opérations alliées se rapprochaient de plus en plus de la Bretagne. La tension dans les campagnes atteignait son paroxysme. Chaque ferme, chaque village, chaque chemin forestier avait été minutieusement préparé pour contribuer à l'effort de résistance. Les habitants, habitués à la peur et à la vigilance depuis 4 années d'occupation, développaient un sens presque instinctif de l'observation. Les enfants savaient éviter les patrouilles. Les femmes maîtrisaient l'art de transmettre des messages codés par des gestes quotidiens, et les hommes connaissaient parfaitement le réseau de tunnels et de caches. Ce système complexe, invisible pour les occupants allemands, s'était perfectionné. Avec le temps, les patrouilles ennemies passaient, observaient et repartissaient sans jamais saisir l'ampleur de la résistance. Les jours précédant le débarquement allié furent critiques. Les messages interceptés indiquaient que von Albrecht et ses subordonnés se concentraient sur la surveillance des routes principales et des carrefours stratégiques. La Bretagne, cependant, ne se limitait pas à ces points. Chaque sentier secondaire, chaque cours d'eau, chaque forêt servait de voie de communication ou de cache pour les armes et les vivres. Nous avions appris à utiliser la topographie à notre avantage, à dissimuler les indices et à anticiper les mouvements ennemis. Les patrouilles allemandes se retrouvaient constamment à réagir plutôt qu'à agir, contraintes par nos subterfuges soigneusement orchestrés. Un matin, alors que l'aube se levait sur les collines couvertes de brume, mon père m'appela. « Les Alliés approchent », dit-il d'une voix basse mais ferme. Nous devions préparer les relais pour guider les éclaireurs et assurer la sécurité des voies principales. Chaque ferme avait un rôle précis. Certaines serviraient de points de ravitaillement, d'autres de relais pour les messages, et certaines de points d'observation pour signaler l'avancée des troupes ennemies ou alliées. La coordination était essentielle. La moindre erreur pouvait compromettre l'ensemble de l'opération. Les habitants de la région travaillaient avec une précision remarquable, fruit de 4 années d'expérience et de discipline silencieuse. Les Alliés, informés par les réseaux de résistance locaux, adaptaient leurs plans pour maximiser l'efficacité de l'opération. Les rapports précis sur les patrouilles allemandes, les caches d'armes et les routes sécurisées étaient cruciaux. Chaque information transmise depuis notre ferme et d'autres similaires renforçait l'ensemble du plan. Von Albrecht, malgré sa rigueur, son expérience, ne pouvait anticiper ces données invisibles. Il se trouvait confronté à un peuple qui avait su transformer la guerre en un jeu de perception et de ruse, exploitant l'ignorance et la rigidité de l'ennemi. Lorsque les premières forces alliées traversèrent les rivières et pénétrèrent dans les collines, les habitants locaux jouèrent un rôle décisif. Les éclaireurs guidèrent les unités vers des points stratégiques, évitant les patrouilles et les pièges. Les enfants, masquant leurs mouvements derrière des sacs de farine ou des paniers de légumes, passaient des messages codés qui indiquaient l'avancée de l'ennemi. Les femmes surveillaient les routes et les sentiers, signalant tout mouvement suspect par des gestes convenus. Chaque détail, aussi minime soit-il, contribuait à la réussite de l'opération. Von Albrecht, désormais confiné à ses rapports et à ses analyses, réalisait peu à peu l'étendue de la tromperie. Les caches, qu'il avait cru repérer, étaient vides, les mouvements qu'il avait tenté d'anticiper n'avaient jamais eu lieu, et les villages qu'il pensait contrôler étaient en réalité des points de résistance active. Chaque rapport qu'il envoyait à Berlin contenait des erreurs qu'il ne pouvait expliquer. Sa frustration croissait, tout comme la reconnaissance tacite que la Bretagne entière n'était pas simplement un territoire occupé, mais un acteur stratégique, conscient et coordonné dans une guerre invisible. Dans les jours suivants, la coordination entre les habitants et les forces alliées atteignit son apogée. Les routes principales furent sécurisées, les ponts protégés et les voies secondaires surveillées. Les caches d'armes étaient accessibles au moment exact
où elles étaient nécessaires. Les informations sur les mouvements ennemis, transmises avec précision par des codes inventés et des signaux naturels, permirent aux Alliés de manœuvrer efficacement. La Bretagne entière s'était transformée en un réseau vivant, invisible, capable de soutenir une opération militaire d'envergure sans jamais se faire détecter. La psychologie des soldats allemands, en particulier celle du colonel von Albrecht, se retrouva mise à rude épreuve. Habitués à une occupation rigide et à des populations soumises, ils étaient confrontés à l'imprévisibilité et à la créativité d'un peuple entier. La peur, la frustration et l'impuissance s'installèrent progressivement dans les rapports et les comptes rendus. Les Alliés, ayant pris connaissance de ces dynamiques à travers les réseaux de résistance et les observations aériennes, purent exploiter cette situation pour créer un avantage stratégique. Chaque action locale, chaque diversion, chaque signal trompeur renforçait le plan global de libération. Au cœur de cette opération complexe, les habitants locaux demeuraient invisibles mais essentiels. Chaque message, codé, chaque mouvement calculé et chaque cache protégée représentait un engagement silencieux mais déterminant. La discipline, le courage et la solidarité étaient les véritables armes de cette guerre asymétrique. Les enfants, initiés aux signaux et aux codes, devenaient à la fois messagers et observateurs, participant à un effort collectif qui transcendait leur âge. Les femmes, en maîtrisant l'art de la transmission invisible, maintenaient un flux constant d'informations vitales. Les hommes, coordonnant les opérations et protégeant les caches, assuraient la continuité et l'efficacité du réseau. L'arrivée des forces alliées confirma l'efficacité de ce système. Les troupes avancèrent avec une fluidité remarquable, évitant les embuscades et recevant les informations nécessaires en temps réel. Les cartes fournies par les habitants, les observations sur le terrain et les indications codées permirent aux commandants alliés de manœuvrer avec précision. Les opérations locales s'étaient intégrées parfaitement dans la stratégie globale, démontrant que la guerre pouvait être gagnée non seulement par la force, mais par l'intelligence et la coordination collective. Le colonel von Albrecht, confronté à la réalité de cette résistance organisée, comprit finalement qu'il avait été trompé depuis le début. Les fermes, les villages et les habitants de la Bretagne avaient depuis 1940 créé un réseau invisible et efficace, capable de déjouer les plans de l'occupant. Cette réalisation, bien que tardive, fut consignée dans ses derniers rapports. Il mentionnait la capacité des paysans à anticiper les mouvements ennemis, à manipuler les perceptions et à maintenir des opérations coordonnées sous un couvert de normalité. La Bretagne, selon ses propres mots, était devenue une force intangible mais irrésistible. Les jours suivants furent consacrés à l'intégration des opérations locales dans la libération de la région. Les habitants, ayant maintenu une couverture parfaite pendant des années, purent guider les troupes alliées vers les points stratégiques, sécuriser les communications et assurer la continuité des opérations. Les caches d'armes, les tunnels et les routes secondaires, préparés avec soin, furent utilisés de manière optimale. Chaque détail planifié depuis des années trouva enfin son application, confirmant l'efficacité d'une résistance patiente, méthodique et profondément enracinée dans le territoire. La libération complète de la Bretagne permit aux Alliés d'avancer vers la Normandie avec une sécurité relative et une efficacité accrue. Les villages et les fermes continuaient de jouer un rôle essentiel, offrant des points de ravitaillement et des relais d'information. La coordination entre la population locale et les forces alliées démontra que la guerre pouvait être gagnée non seulement par la force militaire, mais aussi par l'ingéniosité, la ruse et la solidarité collective. Les habitants, invisibles mais essentiels, devinrent les véritables héros de cette opération. Après la libération, les habitants continuèrent à vivre dans la prudence et la discrétion. Les tunnels et les caches furent progressivement désactivés ou transformés en lieux de mémoire. Les enfants, qui avaient participé aux opérations en tant que messagers et observateurs, grandirent avec la conscience d'avoir joué un rôle décisif dans la libération de leur pays. Les femmes, ayant assuré la transmission invisible des informations, furent reconnues pour leur courage et leur ingéniosité. Les hommes, ayant coordonné et protégé le réseau, virent leur rôle crucial reconnu par les Alliés et les résistants. Von Albrecht, de retour en Allemagne, fut confronté à la réalité de sa défaite.
Ces rapports témoignaient de la frustration et de l'admiration qu'il éprouvait pour la population bretonne. Il comprit que la guerre ne se limitait pas aux batailles ouvertes et aux stratégies conventionnelles. Elle impliquait également l'intelligence collective, la coordination invisible et l'exploitation des perceptions. La Bretagne avait démontré que même sous occupation, un peuple pouvait organiser une résistance efficace et stratégique. Les années suivant la libération furent consacrées à la reconstruction et à la mémoire. Les villages et les fermes préservèrent les témoignages de la résistance. Les tunnels et les caches, désormais inactifs, devinrent des lieux de mémoire et d'enseignement. Les récits des habitants, des enfants, des femmes et des hommes furent transmis aux générations suivantes. La Bretagne entière devint un symbole de courage, de ruse et de solidarité face à l'occupation. Cette histoire, bien que centrée sur une seule ferme et ses habitants, reflète la dynamique plus large de la résistance française. Chaque village, chaque réseau local, chaque famille contribua à l'effort collectif, démontrant que la guerre pouvait être influencée par des actions invisibles mais déterminantes. La Bretagne, par son organisation, sa créativité et sa discipline silencieuse, devint un modèle de résistance efficace et stratégique. Von Albrecht, malgré son autorité et son expérience, ne put jamais déjouer cette stratégie collective. Aujourd'hui, les archives et les témoignages historiques confirment l'importance de ces réseaux invisibles. Les historiens soulignent que la victoire alliée en France ne fut pas seulement le résultat de la puissance militaire, mais également de la résistance locale, coordonnée et ingénieuse. Chaque message codé, chaque cache protégée et chaque diversion organisée contribua à créer un avantage stratégique. La Bretagne, par ses habitants et sa détermination, joua un rôle crucial dans la libération et la victoire finale. Les descendants des résistants continuent de préserver cette mémoire. Les tunnels, les caches et les fermes sont des lieux de témoignage. Les récits des opérations, des codes, des signaux et des stratégies sont étudiés pour comprendre la puissance de la résistance collective. Von Albrecht, dans ses derniers rapports, reste un témoignage indirect de l'efficacité de ces actions invisibles mais déterminantes. Sa frustration et sa reconnaissance tardive soulignent la supériorité de la stratégie collective sur la discipline et l'autorité imposée. Ainsi, cette ferme bretonne, ses habitants et leur réseau invisible incarnent la puissance d'une résistance silencieuse mais efficace. La guerre n'était pas seulement une question de bataille et de stratégie conventionnelle. Elle se jouait également dans les détails, dans la coordination invisible et dans l'intelligence collective. La Bretagne entière devint une force stratégique, insaisissable pour l'occupant et essentielle pour les Alliés. Chaque action, chaque message, chaque cache contribua à un effort global qui transforma le cours de la guerre. Le colonel von Albrecht, malgré sa formation, son expérience et son intelligence, ne put jamais surmonter la créativité et la coordination d'un peuple déterminé à préserver sa liberté. Ces rapports témoignent de l'incapacité de l'occupant à comprendre un réseau invisible, où chaque détail, chaque geste et chaque action étaient planifiés depuis des années. La Bretagne, par son organisation et sa solidarité, démontra que la résistance pouvait être à la fois stratégique, efficace et profondément humaine. Au terme de cette histoire, il est clair que la victoire alliée et la libération de la France reposèrent non seulement sur la force militaire, mais également sur la capacité d'un peuple à résister, à coordonner ses actions et à manipuler les perceptions de l'ennemi. La Bretagne, par sa détermination et son ingéniosité, devint un symbole de courage et de stratégie. Le colonel von Albrecht, bien que respectueux à contre-cœur, fut confronté à la réalité d'un peuple qui, depuis 1940, avait choisi la ruse, la solidarité et la résistance comme armes principales. Après la libération de la Bretagne, l'armée allemande dut faire face à l'inévitable constatation. La région qu'elle avait cru contrôler depuis l'occupation de 1940 était en réalité un territoire qu'elle n'avait jamais réellement dominé. Le colonel von Albrecht, chargé de la surveillance de la zone, rédigea ses rapports finaux avec un mélange de frustration et d'émerveillement discret. Chaque note, chaque chiffre, chaque analyse confirmait que les habitants avaient réussi à créer un réseau de résistance invisible et efficace, capable de manipuler perceptions et mouvements ennemis avec une précision déconcertante. La structure militaire,
conventionnelle allemande, fondée sur la supériorité matérielle et la discipline hiérarchique, s'était heurtée à une organisation civile fondée sur la connaissance intime du terrain, la communication subtile et la discipline collective. Les archives allemandes, consultées après la guerre, révèlent que von Albrecht lui-même admit que les opérations planifiées pour sécuriser les routes, les fermes et les villages étaient continuellement contrecarrées par des forces locales invisibles. Les patrouilles envoyées pour vérifier les caches d'armes ne trouvaient jamais ce qu'elles cherchaient, car chaque cache avait été déplacée, dispersée ou camouflée selon des codes connus uniquement des habitants. Les tunnels, creusés avec soin et maintenus en état pendant des années, permettaient aux résistants de se déplacer sans jamais être détectés. Ces infrastructures modestes mais ingénieuses démontrèrent que la victoire militaire ne dépendait pas uniquement de la technologie, des armes ou du nombre d'hommes. La perception allemande de la Bretagne comme un territoire occupé fut entièrement déconstruite. Ce n'était pas une région soumise, mais un espace actif de résistance, où chaque ferme, chaque village et chaque chemin secondaire participaient à un effort collectif visant à retarder, désorienter et affaiblir l'occupant. Von Albrecht nota dans ses mémoires que ce constat constituait un choc psychologique pour les officiers allemands. Toute notion de contrôle absolu, fondée sur les cartes et les rapports, s'était révélée illusoire face à l'intelligence collective et à la discipline silencieuse d'une population déterminée. Les habitants, de leur côté, continuèrent à assurer la sécurité des troupes alliées pendant les dernières phases de la campagne. Les messages codés, les signaux visuels et auditifs, et les relais de communication fonctionnaient avec une efficacité remarquable. La coordination entre civils et militaires démontra que la résistance locale n'était pas seulement un acte de survie ou de défi, mais une stratégie consciente et sophistiquée. Chaque action, même apparemment banale, contribuait à l'efficacité des opérations alliées, permettant d'éviter des pertes inutiles et de maximiser l'impact stratégique sur l'ennemi. L'héritage de cette résistance allait bien au-delà des simples opérations militaires. La Bretagne devint un modèle de ce que l'intelligence collective, la discipline et la connaissance du terrain pouvaient accomplir. Les tunnels, caches et points de relais furent progressivement transformés en sites de mémoire, rappelant aux générations futures l'ingéniosité et le courage de ceux qui avaient résisté. Les archives et les témoignages confirmèrent que la réussite de la campagne alliée en France ne se limitait pas aux armées conventionnelles, mais reposait en grande partie sur l'efficacité des réseaux civils. Le colonel von Albrecht, malgré son rang et son expérience, dut admettre que la population bretonne avait su anticiper chacun de ses mouvements. Chaque embuscade, chaque déviation de patrouille et chaque rapport d'échec confirmait l'ampleur de cette maîtrise invisible du territoire. Les villages, fermes et chemins secondaires n'étaient plus de simples éléments du paysage, mais des acteurs stratégiques à part entière. L'expérience allemande en Bretagne montra que la guerre pouvait être transformée par des forces invisibles, subtiles, mais implacablement efficaces. La réflexion sur cette campagne permit de tirer des leçons essentielles sur l'importance de l'adaptation et de l'intelligence contextuelle dans la guerre. La Bretagne illustrait comment un peuple, en utilisant les ressources locales, la connaissance du terrain et la coordination discrète, pouvait influencer le cours d'un conflit même face à un adversaire, technologiquement supérieur. La victoire alliée en France fut donc le fruit non seulement de la supériorité matérielle et militaire, mais également de la créativité et de la discipline collective des populations locales. En conclusion, la Bretagne, par ses habitants et leur réseau invisible, avait démontré que la guerre ne se gagne pas uniquement par la force, mais par l'intelligence, l'organisation et la persévérance. Von Albrecht et ses officiers durent reconnaître que l'illusion de contrôle absolu avait été brisée et que la population locale, par sa résistance silencieuse et organisée, avait joué un rôle décisif dans le succès des opérations alliées. Ce constat, documenté dans les archives et confirmé par les témoignages, reste un exemple historique de la puissance stratégique de la coordination civile et de l'intelligence collective dans un conflit mondial. À suivre, 2 autres histoires exceptionnelles vous attendent juste à l'écran. Si celle-ci vous a plu, ne passez pas à côté des prochaines. Cliquez et allez les découvrir. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos.